Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tous les trois. Hello Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Bi- Bienvenue dans cette table ronde qui est consacrée ce soir au métier de l'IA. Donc on va passer une petite heure ensemble au cours de laquelle on va essayer de dresser un panorama le plus complet de ces métiers émergents. Donc l'idée vraiment c'est que au bout de l'heure qu'on va passer ensemble, vous connaissiez beaucoup mieux ces métiers, mais que vous sachiez aussi si ça peut être intéressant pour vous de vous reconvertir dans ce domaine. Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits à cette table ronde. On va donc laisser le temps à tout le monde de se connecter. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais à droite de l'écran, vous avez un chat. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans ce chat, à nous dire d'où vous nous suivez, à nous expliquer peut-être un peu votre parcours, ce qui vous intéresse, ce dont vous voulez parler. Ça nous permettra un peu d'orienter nos propos ce soir. Alors, avant de débuter, je vais me présenter rapidement. Donc, Benoît, je suis le directeur marketing de Jeda. Jeda, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'école de référence pour se former au métier de la tech. On propose des formations accélérées qu'on appelle des bootcamps et qui permettent d'apprendre un métier de la tech en quelques mois. Alors, bien entendu, on forme au métier de l'IA, on va en parler ce soir, mais on forme également au métier de la data, au métier de la cybersécurité, du dev, du produit. Et donc, depuis 2018, maintenant, on a accompagné pas moins de 4000 élèves pour changer de carrière. Alors, rentrons maintenant un peu dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on organise cette table ronde? Alors, chaque semaine, chez Jeda, on discute avec des dizaines de professionnels qui veulent se reconvertir et c'est très souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, l'idée ce soir, ça va être de répondre à ces questions récurrentes sur les métiers de l'IA. Donc, la première question à laquelle on va répondre, c'est vraiment quels sont les nouveaux métiers qui émergent avec la révolution de l'IA. On va également se demander est-ce que ces métiers sont porteurs et on va réfléchir à comment ils vont continuer à évoluer. Et puis enfin, on va s'intéresser aux meilleures manières de se reconvertir dans l'intelligence artificielle. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a un panel d'experts pour répondre à toutes ces questions ce soir. Et je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez peut-être vous présenter chacun. Antoine, tu veux commencer? Avec plaisir. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Pour ma part, du coup, je suis le fondateur de Jeda. Avant ça, je travaillais dans la tech, moi plus particulièrement aux US, où j'ai travaillé en tant que data scientist. Donc plutôt pour de la communication. Donc on travaillait principalement pour un gros client qui s'appelle Microsoft, sur de l'analyse de publicité qu'on faisait sur les réseaux sociaux. Et sur lequel on a mis en place pas mal de justement de modèles de machine learning, ce qu'on appelait à l'époque du machine learning, qui a évolué sur l'IA aujourd'hui. Donc sur ça, j'aurais pas mal de choses à vous dire. Et puis après, effectivement, j'ai monté Jeda avec tous les parcours qu'on a aujourd'hui, notamment en intelligence artificielle. Trop cool. Tu veux prendre la suite, Léa? Oui, bien sûr, merci. Donc, Léa Deléris, bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai commencé même avant le machine learning quand on faisait des mathématiques appliquées qui s'appelait la recherche opérationnelle et l'optimisation, et les systèmes experts, mais qui reviennent. En gros, j'ai d'abord un passé de chercheur où j'ai passé, après ma thèse, 12 ans chez IBM Recherche à faire de la recherche qui m'a mené vers l'intelligence artificielle et l'utilisation du texte dans le Natural Language Processing. Et depuis 8 ans, je travaille chez BNP Paribas et je suis responsable d'une équipe d'IA. Et je suis là aussi parce que je suis administratrice d'une organisation qui s'appelle donc le Hub France IA et qui a pour but de s'assurer que la France et l'Europe sont à jour par rapport à l'IA et qu'on fait les efforts qu'il faut pour ce qu'on est en train de faire là, faire connaître l'IA et transformer l'IA dans le tissu économique français. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous. Trop cool, merci beaucoup. Et Jéchouane? Bonsoir à tous. Donc, je suis Diné. Donc, au départ, j'ai fait un cursus scientifique. J'étais en prépa maths sup, maths spé. Après, j'étais destiné à faire de la physique. Et puis après, à un moment donné, j'ai tout quitté petit à petit, en fait, pour faire du théâtre et travailler dans la culture pendant quasiment 15 ans. Voilà. Et puis, plein d'autres jobs que je ne vais pas énumérer. Et puis, en fait, effectivement, je suis un ancien alumni de Jeda, puisque j'ai effectué ma reconversion il y a environ... j'ai pris la décision de le faire il y a environ 5 ans, et je suis passé par Jeda ensuite. Et donc, ça fait effectivement 3 ans que je suis dans le monde professionnel de la tech, comme AI ingénieur,
principalement. Et puis, depuis 1 an, plus data ingénieur, data architecte au sein de l'équipe plateforme data IA au Crédit Mutuel Arkea. Voilà. Parfait. Bon, ben, on constate tout de suite, on va avoir des perspectives extrêmement différentes ce soir et ça va faire une table ronde très intéressante. Alors, je vous propose qu'on commence à s'intéresser maintenant au métier de l'intelligence artificielle. Donc, si vous vous êtes un peu penché sur les métiers de l'intelligence artificielle, vous avez peut-être constaté qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui émergent avec le développement de l'IA depuis 3-4 ans, mais également que c'est parfois un peu dur de s'y retrouver parce que ces métiers de l'IA recouvrent des réalités très différentes. Alors, pour vous aider à y voir un peu plus clair, on a réparti, classifié ces métiers de l'intelligence artificielle en 3 grandes familles que vous voyez à l'écran. Antoine, est-ce que tu peux peut-être déjà nous expliquer quelles sont les différences entre ces 3 grandes subfamilles, quel est leur rôle à chacune? Ouais, bien sûr, ouais. Bah, en fait, l'IA, de manière générale, hein, ça fait partie du coup du monde de la tech, hein, et donc qui dit tech dit qu'il y a des compétences techniques et donc des sujets techniques. Et en fait, les sujets techniques, donc il y en a qui se rapprochent, on va dire, de ce qu'un développeur, de manière générale, pouvait faire. Et donc, c'est la partie que vous voyez au milieu, qui est la partie industrialisée. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment, les modèles d'IA soient capables de servir, d'être utilisés par un certain nombre d'utilisateurs. Et donc, bah, quand tout le monde, par exemple, utilise ChatGPT, bah, c'est pas juste le modèle ChatGPT qui est utilisé, c'est le modèle ChatGPT qui est dans une infrastructure, dans des data centers, etc., etc., et qu'il faut gérer. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, du coup, qui est vraiment plutôt plus spécifique, c'est que je vous ai parlé des modèles d'IA comme ChatGPT. Ces modèles-là, il faut les concevoir. Donc, il faut à un moment les construire. Donc, c'est plein de modèles mathématiques. Forcément, aujourd'hui, vous avez entendu parler des modèles d'IA générative avec, je vous ai cité ChatGPT, Claude, Gemini, etc., etc. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Il y a plein de modèles de statistiques finalement que vous pouvez utiliser et qui vont bien s'adapter à des cas spécifiques de ce que vous voulez faire dans votre application, quoi. Donc il y a cette partie-là, on va dire construire le modèle d'IA. Ensuite, il faut le mettre en production, l'industrialiser. Et puis, à mesure que ce domaine-là a pris forcément en ampleur, ça devient pas juste qu'un sujet technique, on va dire, que de faire de l'IA. C'est pas juste coder en Python et faire mettre ça sur du cloud ou créer votre algorithme. C'est qu'il y a un moment où ça va avoir un impact sur un ensemble de personnes, que ce soit dans une organisation, dans l'entreprise, mais aussi du coup un impact sur les gens qui vont utiliser votre IA. Et donc ça, c'est ce qu'on a mis plutôt dans la partie encadrée, donc qui est plus, on va dire, un rôle presque managérial, ou un ensemble de rôles plus managériaux qui vont être là justement pour créer de la conformité, des standards, des standards, voilà. Et qu'on a mis du coup dans cette partie-là. Donc moins technique, mais plus, on va dire, englobé, managérial, d'encadrement. Ok, et alors maintenant, Antoine, si on zoome un peu sur chacune de ces familles, en commençant par la première famille, vraiment qui est la famille concevoir, créer des modèles sur mesure, c'est quoi le quotidien d'un data scientist à l'heure actuelle? Alors, à l'heure actuelle, ça a un peu évolué effectivement au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, le job d'un data scientist, même si on parle de concevoir des modèles d'IA, aujourd'hui, en fait, ce que vous allez faire au quotidien, ça va déjà d'analyser un cas bien spécifique de qu'est-ce que vous voulez faire dans une entreprise, quoi. Donc, c'est quel problème vous voulez résoudre finalement. Une fois que vous avez ça en tête dans votre problème que vous voulez résoudre, eh bien, il y aura une traduction, on va dire, dans qu'est-ce que l'IA comment l'IA peut répondre à ce problème-là. Donc, je prends des exemples. Hein. Si vous voulez, quand on était aux US, par exemple, si vous voulez automatiser l'autorisation de crédit, par exemple, que vous allez donner à des gens, l'IA peut vous aider. Et donc, à ce moment-là, l'IA, vous allez choisir est-ce que quel modèle je vais pouvoir faire, c'est quoi ma problématique, c'est oui ou non finalement en fonction de données que j'ai, je peux donner un crédit, et donc ça vous allez choisir finalement des modèles que vous allez optimiser en fonction de la donnée que vous avez à disposition, et donc ça va être
de la programmation que vous allez faire en Python. Et donc, une fois que vous avez optimisé, que vous avez regardé les résultats que vous avez et qui sont satisfaisants, c'est-à-dire qu'ils atteignent en tout cas un niveau de performance qui est celui que vous recherchiez au départ, à ce moment-là, on va aller dans une phase de pré-production, on va dire, qui sera peut-être un petit peu avant la partie industrialisation, qui va être déjà là pour passer de ce qu'on appelle d'un mode bac à sable, donc c'est-à-dire un mode où on teste un peu sur un environnement restreint de données, etc., à un environnement plus grand, jusqu'à ce que finalement on aille progressivement vers une industrialisation complète. Voilà. Ok, très clair. Et alors, maintenant, passons à la famille industrialisée. Justement, Jéchouane, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces métiers et notamment peut-être aussi ce qui différencie un métier comme AI Engineer qui est assez nouveau d'un métier dont on entend parler depuis plus longtemps comme MLOps Engineer? Oui, alors déjà, deux petites précisions. Des fois, dans les annonces, le titre de l'emploi correspond. Enfin, il faut regarder bien les fonctions parce que c'est vrai que Ouais. ouais, c'est vraiment des vases communicants. Et par exemple, on peut embaucher un AI engineer comme un ML engineer. Moi, j'étais AI engineer pendant quasiment 2 ans, alors que je concevais justement des modèles pour de l'IA qui n'était pas du tout générative, justement. Et l'IA pas générative existe encore, même aujourd'hui, malgré la vague de l'IA générative. Et effectivement, peut-être la case industrialisée, c'est un petit peu ce qui est commun de toute façon à tous les process d'engineering qu'il y a autour de l'IA, qu'on ait conçu ou pas les modèles. Puisque, grosso modo, depuis l'IA générative, on conçoit beaucoup moins les modèles dans l'entreprise. Donc, on a moins besoin de les concevoir parce qu'on fait appel, en fait, c'est des appels API, et puis on va chercher, on va interroger des modèles qui sont à l'extérieur notre infrastructure. Mais par contre, il faut quand même l'industrialiser, c'est-à-dire qu'en fait, il faut créer toute la stack, toute l'infrastructure qu'il y a autour de ces modèles-là. Et donc, les métiers qu'on voit ici dans l'industrialiser, ça correspond beaucoup à ça. C'est-à-dire, on va dire qu'il y a l'IA engineer, ça peut être par exemple quelqu'un qui était développeur software et qui va venir organiser tous ces appels à l'extérieur, déployer ces infrastructures spécifiquement pour l'IA. Comme ça peut être quelqu'un qui vient plus de quelqu'un qui était plutôt data scientist, mais qui a envie de mettre les mains vraiment dans le cambouis, entre guillemets, et qui va venir plutôt, surtout à l'heure de l'IA générative, industrialiser tout ça. Voilà. Ensuite, on a des métiers comme MLOps Engineer qui sont un peu plus spécialisés. MLOps, c'est plus l'aspect déploiement continu de ces modèles, notamment dans des domaines où il y a encore de l'entraînement des modèles ou du fine-tuning. Ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est quand on réentraîne des modèles qui ont déjà été entraînés, on va venir les réentraîner, les améliorer en continu et les déployer en continu. Et LLM Ops, alors là, c'est encore plus spécialisé. Donc là, on parle vraiment d'LLM, donc de Large Language Model, spécialisé. Donc, c'est la couche d'industrialisation spécialisée pour les LLM. Et là, je pense qu'on parle plutôt par exemple, stocker les traces des modèles. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on déploie une solution de LLM à grande échelle dans une entreprise. Il y a besoin de budgétiser le nombre de tokens par équipe, par exemple, parce que sinon, on fait couler l'entreprise en quelques mois. Donc, ne serait-ce que d'accorder des budgets à des clés qui vont nous permettre d'appeler ces modèles-là, ben ça, par exemple, je pense que ça peut rentrer dans la case du LLM Ops, comme garder les traces pour pouvoir réaméliorer toute la chaîne d'interrogation de ces modèles, garder toutes les traces de toutes les conversations qu'il y a eu entre les gens de l'entreprise et le modèle, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, c'est la tuyauterie qu'il y a autour des modèles d'IA. Et ça ne change pas que ce soit de l'IA générative ou de l'IA non générative qui existe encore, notamment dans l'industrie. Voilà. Très clair. Donc effectivement, ouais, il y a à la fois un côté intégré qui est plus du côté de AI Engineer où il s'agit un peu de connecter des services d'IA entre eux et un côté plus industrialisé avec MLOps Engineer, LLMOps Engineer et qui existait déjà précédemment quand on parlait plutôt de data science que d'intelligence artificielle.
Alors Léa, est-ce que tu peux nous parler un peu des métiers de la famille encadrée qui pour le coup là sont que des nouveaux métiers dont on n'entend parler que depuis peu de temps? Oui, alors nouveau dans une certaine mesure. Donc, si on veut faire ça, il faut encadrer à la fois les projets, il faut encadrer les solutions qu'on met à disposition des data scientists, enfin et des AI engineers et puis des gens en dessous. Il faut encadrer comment on fait les choses et puis il faut encadrer la stratégie. Et c'est un petit peu ça qui est mis là en exergue. Donc, pour moi, les AI Product Managers, en fait, ça peut être interprété de deux façons. Et d'un côté, c'est quelqu'un qui, finalement, va accompagner sur un projet précis. Et Antoine en a un peu parlé, le data scientist, il faut il ou elle traduise le besoin et du client interne ou externe pour ensuite comprendre comment la technologie va aider. Bon, on peut avoir, nous, on appelle ça plutôt des data business analysts, mais c'est des gens qui ont plus pour rôle de bien comprendre comment ça se passe en tant que client, et du coup, comment la technologie va s'intégrer, enfin, quelle qu'elle soit dedans, et après de demander aux ceux qui conçoivent de le faire. Mais donc ça, ce serait un data business analyst et peut-être un AI product engineer. Je ne sais plus comment on les a appelés, parce que justement, et je rejoins Jéchuan, les titres varient beaucoup, Ouais. et là, on les utilise comme exemple, mais après, il faut que vous regardiez chacun ce qu'il y a en dessous. Donc là, on décrit globalement, il ne faut pas s'arrêter trop à chaque mot. Dans une grande entreprise, une entreprise enfin, d'un peu d'ampleur, il y a aussi une équipe typiquement dans l'IT, dont le rôle, c'est de fournir des briques pour que les data scientists et les AI engineers puissent travailler plus facilement plutôt que chacun les fasse. Donc, une sorte de framework. Et ça aussi, c'est un AI Product Manager. Donc, par exemple, les Large Language Models, plutôt que chacun aille s'organiser, acheter son contrat, les gérer, il y a une unité centrale qui les gère, qui fait ses contrats, qui négocie mieux. Et du coup, dont le rôle, c'est de fournir en interne ces choses-là. Et donc, ils sont responsables. On peut avoir un AI Product Manager des Large Language Models, un AI Product Manager des modèles pour le speech to text, donc la traduction de la voix en texte, pour la vidéo. Mais on peut en avoir aussi qui sont en charge justement d'aider à faire des plateformes qui vont aider à concevoir, des plateformes de modélisation pour standardiser les choses, des plateformes de déploiement, des plateformes pour faire du Retrieval Augmented Generation, c'est quand on s'appuie, enfin on a des modèles, des large language models qui s'appuient sur de la connaissance pour pouvoir interne, pour pouvoir spécialiser finalement les réponses. Donc, il y a tout un tas de rôles là-dedans et ces rôles sont plus ou moins techniques. Finalement, selon, je pense, l'appétence de la personne et puis la culture de l'entreprise. Alors, il faut avoir une compréhension technique, mais après, on s'appuie sur d'autres personnes finalement pour vraiment faire. Ça, je voulais le souligner parce que je pense dans encadrer, c'est là où il y a le plus de variabilité. Ensuite, il faut penser à la stratégie et se dire, nous, dans telle entreprise, sur quel cas d'usage on va investir de manière prioritaire, quels sont les technos qu'on va faire, à quelle vitesse. Donc ça, le Chief AI Officer, c'est vraiment le rôle pour s'assurer que la stratégie IA, en fait, elle est très alignée avec la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est un rôle, on va dire, de management important et de stratégie. Et le dernier, je crois que c'était merci parce que j'ai une mauvaise mémoire. Responsable, éthique IA. Alors là aussi, il y a d'autres mots. On peut avoir aussi responsable de l'IA responsable ou responsable de la gouvernance IA. Ça, c'est s'assurer que tout ce cadre-là réfléchit bien. Alors déjà, est conforme parce qu'en Europe, on a le règlement IA qui nous dit qu'il y a certains cas d'usage qu'on n'a pas le droit de faire tout court. D'autres qui vont être high risk, ça veut dire qu'il va falloir les suivre et s'assurer qu'on a une traçabilité. D'autres où comme on va présenter quelque chose à une personne, il faut lui dire que c'est de l'IA, donc la transparence de l'IA, donc il y a des obligations de mentionner ça. Donc il y a tout un tas de choses, d'obligations qu'on a en fait quand on fait de l'IA. Et il faut qu'il y ait des gens qui s'assurent qu'on les connaisse, qu'on ait des systèmes pour s'assurer que ce soit fait, des systèmes pour contrôler. Donc ça, c'est pour la partie conformité, mais finalement, dans l'IA responsable, il y a aussi s'assurer que on n'est pas biaisé, qu'on gère la partie biais, qu'on gère aussi les données des gens. Alors, ça existe déjà dans la data avec le RGPD, mais que on est connecté à ça et que c'est pas quelque chose qui est fait hors sol.
qu'on gère aussi toute la partie juridique, c'est-à-dire que les droits d'auteur, qu'on n'est pas en train de piller la donnée quand on ne devrait pas le faire, qu'on gère la cybersécurité, et naturellement de ce qu'on met en place. Donc dans ce petit mot responsible ethics IA, il y a tout un panel finalement d'expertise juridique, cyber, data, statistique et d'autres. Mais là, le but, c'est pas de faire, mais de s'assurer que la façon dont c'est fait est adéquate par rapport aux valeurs de l'entreprise et aussi par rapport, on va dire, à la loi. Clairement, et pour rejoindre un peu ce que vous disiez, là on est sur des métiers pour certains qui sont très émergents, on est au tout début en fait de l'apparition de ces métiers, donc les intitulés de poste vont changer énormément et donc c'est pour ça que c'est nécessaire aussi de regarder ce qu'il y a derrière chaque offre. Et d'ici quelques années, je pense qu'on pourra refaire la même table ronde et on aura un panorama des métiers beaucoup plus cadré parce que les usages et les besoins de l'IA seront beaucoup plus cadrés. Mais alors justement, le but un peu de cette table ronde, c'est de vous permettre d'y voir plus clair, aussi de choisir le métier de l'IA qui vous correspondrait le mieux. Par rapport à ça, moi, la question que j'ai pour vous, que je pense que beaucoup de gens se posent, c'est comment est-ce que vous pensez que ces métiers vont évoluer? Et parmi tous les métiers qu'on voit là, lesquels sont les plus porteurs pour les années à venir? Est-ce qu'il y a l'un de vous veut commencer à répondre là-dessus? Bon, Léa, je pense que t'as un background aussi qui permet de voir pas mal de choses. Ouais. Oui, alors moi je dirais que les métiers les plus émergents, c'est sur l'encadrement. Mais quand on voit la transformation qu'apporte l'IA générative, et on n'en a pas encore parlé, mais tout ce qui est agentique, qui reste une hype au sens où on est encore très au début, mais qui, quand on va gagner en maturité, va vraiment dire qu'on regarde les changements de process. C'est un peu comme, pour moi, j'y pense comme dans l'industrie automobile, quand on est passé de la chaîne où il y avait la chaîne, mais des gens qui étaient sur la chaîne, à l'automatisation complète. Donc, c'est vraiment une transformation très forte. Et donc, tout ça, ça veut dire que l'encadrement va prendre en ampleur, en fait. Moi, je dirais j'appelle ça le côté plus soft. Néanmoins, on va avoir besoin de bien structurer tout ça. Donc, toute la partie technique, avec la rigueur d'ingénierie et de conception, là aussi, en fait, ça va rester. Et ce qui va, peut-être j'anticipe, mais la rigueur de pas dire, oh ben là, je fais un truc qui fonctionne comme on peut faire avec des solutions qu'on a maintenant. Quand on est autant chez soi, on peut jouer et faire des petits trucs. Quand on veut avoir des solutions qu'on donne à des clients, il faut quand même une certaine rigueur. Et cette rigueur, elle va être très importante. Les outils qu'on utilise pour faire ces choses-là vont aussi évoluer. Donc, les rôles vont peut-être être plus vers la supervision dans la technologie, mais avec une grande expertise. Et dans l'encadrement, là, en revanche, il y a énormément de compréhension, à la fois technique, mais aussi de la dynamique dans l'entreprise, de comment on coordonne, comment on anime, comment on emmène des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, parce que l'encadrement, c'est souvent des contraintes supplémentaires. C'est pour des bonnes raisons, mais c'est des contraintes, donc ça prend du temps. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Moi, je pense que tout, malheureusement et finalement de manière positive, va se transformer. Mais ça se transforme doucement. Les gens ont toujours peur quand je dis ça, mais c'est pas du jour au lendemain. Il va falloir être complètement différent. Si on est dans le mouvement, on va se transformer naturellement. Et donc si je comprends bien, toi, tu vois beaucoup d'opportunités dans la famille encadrement et clairement aussi côté technique dans la famille industrialisation, parce que c'est pas tout de créer, de bidouiller des choses avec Claude Code, Codex, etc. Il faut que ce soit fiable, il faut que ça puisse fonctionner en production. Antoine, Jéchouane, si on se penche plus sur comment les métiers vraiment techniques de l'IA vont évoluer, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez commencé un peu à expliquer qu'il y avait moins besoin de créer des modèles, qu'on pluguait plus des choses, mais donc comment vous voyez les choses évoluer dans les prochaines années? Alors, je ne sais pas si Antoine... Vas-y, je t'en prie. Alors, effectivement, donc depuis 3 ans, virage IA générative et venue des assistants codeurs donc, qui viennent aider à coder les développeurs, et notamment les développeurs d'IA. Donc forcément, ça bouleverse le métier, et c'est là où je rejoins totalement, c'est-à-dire que la demande on va dire, toutes les entreprises vont sur l'IA, quasiment, donc la demande ne va que s'amplifier, effectivement, sur les métiers pour encadrer, pour industrialiser.
Et même dans les métiers où on industrialise, ça change aussi le métier. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans le code, mais on supervise des agents d'IA qui vont venir produire le code. Alors là, je rejoins aussi qu'on est au tout début de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sans humain, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'humain partout. Vraiment. Et alors peut-être que ça sera différent dans 2 ans, mais il faut pouvoir monitorer, comprendre ce que fait l'IA. Donc on a besoin aussi de compétences de développeurs pour comprendre ce qui se passe sous le capot. C'est juste qu'on automatise les choses, mais ça reste, pour l'instant, ce sont des assistants. Et alors petit bémol positif, on va dire, pour ceux qui voudraient concevoir encore des modèles. C'est sans doute pas dans l'IA générative qu'il faut se projeter, mais comme je disais tout à l'heure, dans l'industrie, il y a encore besoin de concevoir des modèles. Alors, c'est plus des domaines un peu niches où on va peut-être demander aussi une connaissance du métier en tant que tel pour pouvoir aller vers tel ou tel domaine. Et on a encore besoin de modèles qui sont non génératifs. Et puis, il y a aussi un petit… là, depuis 2 ans, il y a eu vraiment la vague de l'IA générative. Et beaucoup d'offres sont calquées sur ça. Mais pour moi, il y a une petite révolution qui arrive quand même en catimini. C'est les world models. Donc, il faut aller voir les conférences de Yann Lequin, etc. Et les world models, pour moi, je pense que ça va être une petite révolution dans le domaine, notamment parce qu'il y a un problème fondamental, c'est qu'on a besoin de données labellisées habituellement pour l'IA. Et il y a tout un tas de domaines où on n'a pas ces données labellisées, c'est-à-dire où on a étiqueté ceci est un chat, ceci est un chien. Il y a plein de domaines où c'est difficile de faire ça. Et les world models répondent à beaucoup de problématiques, notamment en robotique, mais pas que. Et on peut étendre ces architectures-là à des domaines où on manque de données labellisées. Et donc, en fait, ça ouvre un champ énorme. Et en fait, tous les métiers, là, j'ai assisté à des conférences, en fait, tout le monde est déjà en train de s'emparer de ces solutions-là. Et donc, pour ceux qui se disent, moi, je veux vraiment concevoir dans la conception de modèles, c'est un domaine vers lequel on peut, il faut s'y intéresser et ça peut créer, à mon avis, des débouchés. Et à mon avis, les offres vont peut-être arriver derrière sur ces domaines-là. Voilà. Bon, ça fait plaisir. Une vision très optimiste. Il y a plein d'opportunités. Antoine, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Je pense que je suis assez aligné avec ce que disent Léa et Joshua. Je pense que si on se projette un petit peu, ce qu'on voit déjà, c'est plusieurs choses. Alors sur la partie conception des modèles, c'est là où j'aurais peut-être mis une nuance. C'est que ça fait déjà très longtemps qu'en fait, les modèles, déjà, on les conçoit pas from scratch depuis très longtemps. Enfin, on utilise déjà des modèles qui sont existants avant même l'IA générative. Quand on faisait que du machine learning classique, en fait, on utilisait des modèles qui existaient déjà et tout le sujet était plutôt sur l'optimisation par rapport à la donnée de l'entreprise. Et en fait, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Malgré l'IA générative, on utilise des modèles et ces modèles-là, ils ont pour pas mal besoin ensuite d'être adaptés. Donc Léa parlait de la partie RAG pour adapter justement et s'assurer qu'il y ait de la donnée d'entreprise qui puisse être, que le modèle peut avoir accès pour mieux faire des réponses plus adaptées aussi du coup aux besoins X, Y, Z. Voilà, ça va être des choses qu'on peut utiliser, mais il y a aussi quand même toute une vague de local AI, qui est pas petite, puisque du coup à chaque fois vous avez quand même besoin de sujets de répondre à des sujets de conformité et notamment d'indépendance de votre indépendance, je veux dire technologique. Vous allez très certainement utiliser des modèles open source. Donc vous allez pouvoir prendre du Mistral ou même des Llama ou peu importe. Et donc ça va demander quand même aussi de l'optimisation. Donc bref, la conception de modèles n'est pas morte, quelle qu'elle soit. C'est juste que du coup, elle est plus tournée vers de l'optimisation et ça fait longtemps que c'est le cas, même avant l'IA générative. Donc en fait, ce qu'on pourrait se dire si on essaie de se projeter un petit peu plus ou dans un peu plus longtemps, ce qu'on voit, c'est que en fait, cette révolution technologique permet quand même de faire pas mal de choses nouvelles et à la fois il y a une première couche d'indépendantisation, c'est-à-dire qu'on peut
grâce à l'IA générative, faire plein de trucs nouveaux et qu'on ne pouvait pas faire avant parce que du coup, il fallait des développeurs pour faire l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui avec même un Lovable, enfin bref, tout ce qui est IA générative qui n'est pas vraiment codé en Python mais qui est de l'IA presque no-code ou low-code. Et celle-là, en fait, elle permet vraiment de faire en sorte que beaucoup de gens puissent passer un niveau dans la création d'applications, quelle qu'elle soit. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, toute cette nouvelle couche de gens qui peuvent faire plein de trucs, bah, ça amène en fait plein de nouveaux problèmes ou plein de nouvelles technologies à avaler au sein de l'organisation, quoi. C'est-à-dire que, mettons, je dis des chiffres au hasard, mais mettons là où on avait, allez, 10 applications pour une entreprise de 250 personnes, bah là, pour le même temps, on en aurait presque 50, voire 100, parce qu'en fait, chacun peut faire son petit truc bah, dans son coin avec Claude, avec Lovable. Et donc, en fait, ça remet beaucoup plus de boulot pour justement les équipes expertes qui, elles, doivent intégrer ça dans une infrastructure, doivent optimiser, doivent s'assurer quand même que les coûts ne deviennent pas complètement délirants à partir du moment où on les utilise. Donc, en fait, ça crée quand même beaucoup de boulot pour tout le monde. Et on l'a vu dernièrement aussi avec, il y a eu aux États-Unis un peu une vague de Salesforce qui vire tout le monde parce que du coup l'IA peut tout faire à leur place, puis finalement qu'en fait ils ont fait du boomerang hiring, c'est-à-dire qu'ils ont re-recruté les gens qu'ils ont virés parce qu'en fait ils se rendent compte que beaucoup plus de choses ont été faites et donc il y a beaucoup plus de maintenance et beaucoup plus d'intégration qui doit être fait derrière. Donc ce qui entraîne en fait un besoin encore plus grand de profil, quoi. Donc je dirais qu'il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de nouvel outil permet de faire de beaucoup plus de choses et donc sans s'en rendre compte, on en fait effectivement beaucoup plus. Et donc la propension technologique des entreprises de manière générale a augmenté, quoi. Clairement. Et c'est ce qui se dessine dans les premières enquêtes, recherches qui sortent, qu'en fait, les entreprises qui ont le plus intégré l'IA dans leur process ont tendance à plus embaucher que les entreprises qui n'intègrent pas l'IA. Parce qu'en fait, l'IA crée de nouveaux besoins, comme tu l'expliquais très bien. Alors, on a fait un très beau panorama, dressé un très beau panorama des métiers de l'IA. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux compétences, aux hard skills et aux soft skills qui sont recherchés par les employeurs quand on travaille dans l'intelligence artificielle. Alors, vous allez trouver plein de ressources sur Internet, notamment sur jeda.co. On a des fiches métiers pour tous les métiers dont on vient de parler, où on détaille vraiment les compétences requises pour chacun de ces métiers. Donc, je vais plutôt profiter du fait d'avoir 3 experts avec moi pour vous poser une question à laquelle vous ne trouverez pas la réponse sur Internet. La question, c'est, selon vous, quelles sont les compétences qu'on sous-estime peut-être aujourd'hui, mais qui vont être cruciales pour ces métiers demain, d'ici quelques années? Léa, tu veux peut-être commencer par nous partager ton avis là-dessus? Merci Benoît. Écoute, je pense que la rigueur, alors je pense qu'on la sous-estime pas maintenant, mais j'ai peur qu'elle se dilue avec la facilité dont parlait Antoine. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le fait que ce soit plus facile et plus accessible à des personnes qui n'ont pas nécessairement la formation, c'est très très bien, c'est très positif. Mais après derrière, il faut que justement les gens qui sont experts, ils gardent cette rigueur et que cette facilité, elle cache pas un manque de réflexion. Et par exemple, en modélisation statistique, on fait bien attention d'avoir des résultats qui sont représentatifs, pas des résultats comme j'appelle de crème de soins. Parce que dans les pubs pour les crèmes de soins, ça a été testé sur 4 personnes ayant utilisé la crème sont plus contents. Bon, très bien. Et moi, je le vois. Moi, il y a des gens, donc je travaille avec des gens de la conformité. Donc, c'est des gens qui ont plutôt un background de juriste, pas toujours justement été entraînés dans l'expérimentation, la mesure scientifique. Et du coup, eux, ils testent leur truc. Ils sont très contents. Ils testent leur petit prompt sur quelque chose. Ils en testent 3, 4, 10. Ça y est, hop, on va le déployer sur un truc avec des millions de transactions par jour. Et là, j'ai envie de leur dire, très bien, mais maintenant, il faut que nous, et ça se structure aussi, on ne fait pas les tests, ça aussi c'est quelque chose, on ne fait pas les tests n'importe comment. Faire des tests, ça veut dire réfléchir à une stratégie de test, assurer que ça ne va pas être biaisé, les mesurer. Il y a tout un tas de choses derrière qui ne sont pas nécessaires, qui sont intéressantes, mais pas sexy au sens où ça génère pas quelque chose tout de suite, mais qui sont vraiment importantes parce que sinon, on en a parlé, les coûts,
les coûts vont monter sans qu'on ait rien derrière et puis le temps passé. Donc la rigueur, et de la même manière, une connaissance quand même des systèmes d'information et du développement et du code qui n'a pas besoin d'être forte au sens où on sait coder hyper bien, de manière super élégante, mais quand même une connaissance un peu de ce qu'il y a derrière, c'est nécessaire, à la fois du développement, mais aussi des systèmes informatiques, pour pouvoir bien comprendre comment tout ça s'intègre et avoir des discussions justement avec ces experts des systèmes IT, parce que souvent ce qu'on fait va s'intégrer dans d'autres systèmes, donc il va falloir qu'on échange avec ces personnes-là. Et enfin, je pense que c'est et je ne parle pas des vrais les soft skills, de toute façon, de toute manière, je pense, sont de plus en plus importantes, mais la compréhension process, c'est-à-dire que l'IA va s'intégrer de plus en plus dans les process des gens, plutôt que d'être une petite aide sur le côté, ça va s'intégrer dans leur process. Donc, comprendre le process, poser des questions, est important, parce que moi, dans mon équipe, on ne l'a pas fait un moment, on a résolu un problème parce que la personne nous a dit c'est ça le problème, et puis quand on a voulu l'intégrer, on s'est rendu compte que la data qui venait d'entrer, qui nous avait donnée, en fait, elle était pas fictive, mais elle était d'une qualité complètement fictive, ce qui fait que ce qu'on fait ne sert à rien. Mais vraiment à rien, parce que et ça, c'est très fréquent. Donc, on essaye de l'éviter, mais aussi on va penser à l'IA plus à comment ça change tout mon process plutôt que comment j'améliore tel point. Donc, se dire, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise ou chez mon client? Quel est le but complet de ces choses-là? Quelles sont les personnes qui viennent avant, après? Et est-ce que l'IA doit s'intégrer? Et si oui, où? Ça, c'est ce genre de réflexion, vraiment de compréhension de process, je pense que ça va faire une différence. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça fait le lien avec tout ce que vous avez dit précédemment, mais que maintenant que de plus en plus de personnes ont accès à des compétences techniques grâce à l'IA, il y a un vrai sujet de comment leur communiquer une culture générale scientifique, technique, produit, pour que tout se passe bien en fait au final. Donc ça devient vraiment aussi un énorme enjeu. Antoine, Géchouane, vous voulez rajouter quelque chose sur les compétences de demain dans l'intelligence artificielle? Bon, en soft skill, je peux peut-être rajouter. Enfin, je pense, effectivement, j'aime bien ce que dit Léa sur la partie rigueur, et je pense que de manière générale, je pense que même j'aurais dit aussi la capacité de challenger, de questionner. Parce qu'en fait, c'est vrai que les résultats d'un modèle sont souvent pris un peu pour argent comptant. Qui plus est maintenant, avec un peu la façon dont surtout les grands modèles sont engineerés, c'est que la réponse, pareil, il paraît tellement confiant, le modèle, que ça vous donne l'impression qu'on y est sûr et que du coup, vous pouvez prendre ça pour argent comptant. Et en fait, je pense qu'à mesure que justement on donne de la confiance dans l'IA, il ne faut pas perdre en tête cette soft skills qui est de juste questionner, challenger l'ensemble de la chaîne de valeur, et notamment les modèles qui sont malgré tout, hein, même quand on parle des modèles style un ChatGPT, un Gemini, enfin vraiment les gros en LLM, ils sont biaisés eux-mêmes. Donc Léa en parlait un peu au départ, tous les modèles d'IA, quels qu'ils soient, ont une base statistique, et la statistique est basée sur de la data. Et en fait, tout le sujet de la statistique, c'est à quel point la data est représentative ou pas. Et donc ça, c'est quand même le truc le plus difficile, surtout justement quand on est sur des très grands modèles. Donc savoir challenger des résultats et savoir se dire, ok, ça je peux le prendre, ça je peux pas le prendre, est-ce que je peux faire confiance à ça, comment, jusqu'à quel niveau, etc., etc. Je pense que c'est important. Trop cool. Donc, rigueur, esprit critique côté soft skills, et Géchouane côté hard skills, qu'est-ce que tu recommanderais? Oui, alors déjà sur les soft skills, je rejoins vraiment à 100%, questionner, quoi, vraiment questionner, et puis questionner les modèles, et questionner aussi les gens sont des équipes transverses, des experts aussi du métier. Je pense que c'est ce qui est très recherché, c'est-à-dire en entretien, ça se voit tout de suite, quelqu'un qui pose des questions sur le process métier, qui va vouloir comprendre le domaine, etc. Puisqu'à chaque fois, généralement, on embauche des gens plutôt tech, mais pour un domaine plutôt expert. Voilà, j'ai eu la chance de travailler dans des process de traitement de l'eau, j'y connaissais rien, quoi. Donc, le but, c'est d'aller voir ces experts, de les questionner sur comment ça marche, etc., pour pouvoir modéliser la chose derrière. Donc ça, c'est ultra important. Et effectivement, cette rigueur, et dans les hard skills, on va retrouver ça. Je dirais
les profils sont variés, mais il y a de la place pour tout le monde. Le tout, c'est de prendre cette rigueur comme un muscle à entraîner en continu et donc apprendre à apprendre. Et ce apprendre à apprendre, ça peut se transcrire sur des métiers vraiment tech. Donc là, on parlait de MLOps, engineer dans l'IA, ça peut être aussi data engineer tout simplement, donc pas forcément relié à l'IA, mais soit on a un background de développeur software et bon, il faut continuer à apprendre de nouvelles technologies tout le temps, soit on vient comme ça d'une reconversion et là, il faut être d'autant plus rigoureux et surtout, on peut être en dialogue avec l'IA, on peut apprendre beaucoup de choses avec l'IA, mais il faut toujours aller rechercher l'information, re-questionner les choses dans la technique aussi, quoi. Et donc, cette rigueur, ça peut être la rigueur vraiment de connaître les infrastructures, comment ça marche, comme on disait tout à l'heure, les API, tout simplement, comment ça marche, les Docker, Kubernetes. Alors là, je donne des noms extravagants, mais c'est pour dire, voilà, c'est connaître comment ça marche l'infrastructure, comment ça marche Git. Git, c'est un outil incontournable pour tous les développeurs, les codeurs. Voilà, donc là, d'ores et déjà, il faut s'atteler à ces sujets, s'y intéresser, aller dessus. Et après, pour les profils plus data analyst, IA, la rigueur, comme a dit Léa, c'est la rigueur du statisticien, quoi. Et ça aussi, ça peut être une bonne corde à son arc qu'il faut muscler, quoi. Très clair. Alors, parce que l'heure tourne, donc on va avancer vers la partie suivante, qui est vraiment sur la carrière et la rémunération. Alors, on a toujours beaucoup de questions quand on se reconvertit sur ces deux sujets-là. On va commencer par la question qui est la plus forte souvent, qui est celle de la rémunération. Je vous ai mis là des fourchettes de rémunération pour les principaux métiers de l'IA quand on est junior, quand on sort de formation. Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur à quel niveau de rémunération on peut s'attendre, comment ça fonctionne aussi la rémunération après une reconversion? Ouais, alors effectivement, après une reconversion, c'est tout un peu le sujet de nos apprenants du coup qui viennent par chez nous parce que en fait effectivement il y a les salaires de juniors sur lesquels qui peuvent être un bon moyen, on va dire, de se rendre compte du niveau de rémunération qu'on pourrait attendre. Mais en général, c'est beaucoup plus facile quand on sort d'école directement, donc on sort avec son diplôme en poche, mais qu'on n'a pas encore d'expérience pour se dire voilà à quoi je peux prétendre. Mais quand on a eu de l'expérience avant, en fait, tout ça devient un peu plus flou. Et donc, en fait, je pense que ce qu'il faut que les gens sachent quand ils sont sur une reconversion, et en tout cas, ce qu'on essaie de faire avec Jeddah, c'est que tout ce que vous avez vécu avant n'est pas à foutre à la poubelle à partir du moment où vous vous reconvertissez. Euh, et qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez valoriser. Donc, tout le sujet, c'est qu'est-ce que vous valorisez, comment vous le valorisez et comment vous reprenez un peu justement tout ce que vous avez vécu et le, entre guillemets, le packager pour que vous voyez à quel point ça peut vous servir dans votre job, dans votre nouveau job, quoi. Et donc en fait, avec déjà tout ça, il va y avoir forcément des choses qui vont être utiles, des choses qui vont peut-être qui seront moins. Plus l'écart est grand, plus vous serez proche des salaires juniors que vous avez vus à l'écran. Plus en fait il y a des choses que vous pouvez réutiliser, plus c'est des choses que vous allez pouvoir valoriser au moment de votre entretien et des négociations salariales, quoi. Donc en fonction de votre profil, soit vous serez du coup là sur la fourchette basse, soit plutôt sur la fourchette haute. Souvent, ce qui se passe quand même quand on voit nos alumni, c'est que quand on les coache bien pour que justement ces compétences d'avant, cette expérience d'avant est mise en avant justement dans l'entretien, on est plutôt sur des fourchettes plus hautes que plus basses, quoi. Ouais, clairement, ça dépend aussi de d'où vous venez. Si précédemment vous occupiez déjà un métier technique et que c'est une reconversion légère, ça va être beaucoup plus simple de se rapprocher de son niveau de salaire précédent. Par contre, quand c'est une reconversion vraiment à 180 degrés, là, il y a sûrement des petites concessions de salaire à faire au départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que, et on va en parler maintenant, la tech, c'est un milieu où on peut évoluer extrêmement rapidement, d'autant plus dans des moments comme celui-ci où ça avance très vite, où les lignes bougent très rapidement et où donc il y a plein d'opportunités. Donc il y a deux manières d'évoluer dans la tech. On peut évoluer de manière horizontale, donc en développant de nouvelles compétences qui permettent de changer soit de spécialité, soit de métier. Euh,
Jeshoan, depuis que toi, tu as été diplômé de JEDA, donc en 2023, tu as pas mal évolué comme ça de manière horizontale. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne et sur ce que tu as fait, toi? Oui, donc j'ai commencé par faire un stage d'abord à la sortie de Jeddah parce que je savais que j'allais déménager dans une autre région, donc je préférais en fait continuer à me former par ce biais-là plutôt que de rechercher un emploi fixe. Et du coup, j'ai travaillé avec une équipe de biologie de biologistes sur le microbiote intestinal et sur de la comparaison entre algorithmes d'IA, algorithmes quantiques. Donc, je voulais absolument aussi faire du quantique, donc c'était l'occasion. Et voilà, un sujet super intéressant. Et au final, une fois que j'étais dans le stage, j'étais à peu près la seule personne à avoir, du coup, parce que je sortais de Jeddah, avoir une casquette potentiellement de data ingénieur aussi, à s'y connaître un petit peu en infra. Et donc, on m'a proposé aussi, finalement, c'était pas prévu, de bâtir un peu toute la stack. En fait, il fallait organiser un énorme graphe de connaissances à partir de cinq sources open source autour des maladies du microbiote intestinal, etc. Il fallait agréger tout ça. Et donc, j'ai eu la chance finalement d'être aussi un peu data ingénieur et ça m'a beaucoup plu. Et finalement, l'horizontalité, elle était déjà là. Et ensuite, deuxième expérience donc en Bretagne, dans une entreprise qui s'appelle Pure Control, j'en parlais tout à l'heure, autour des traitements industriels et de l'optimisation. Alors là, vraiment, quand je parlais tout à l'heure d'industrie un peu niche, j'y étais totalement. C'est-à-dire que là, nous, on concevait nos modèles from scratch, mais c'est très rare. Et surtout, c'était juste avant l'arrivée de l'IA générative, voilà. Mais l'entreprise continue à créer, à concevoir ces modèles. Et notamment, il y a quelque chose qui est un peu niche, c'est l'aspect time series, c'est-à-dire faire des modèles d'IA sur du time series. Il y a des modèles de fondation qui existent, mais généralement, ils sont moins performants que des petits modèles très légers et avec des techniques d'engineering derrière. Et ça, c'était passionnant. Et donc, j'étais vraiment dans la conception de modèles. Mais là, une fois encore, comme c'était une start-up, je me suis emparé d'un sujet qui était de coordonner tout un chantier autour de l'inférence des modèles. Et donc, je me suis mis à faire des benchmarks entre orchestrateurs et à bâtir des stacks. Donc là, c'est plus du data engineering, d'orchestration pour de l'IA, et pas que de l'IA d'ailleurs, et pour de l'inférence, comment dire, quasi instantanée, entre guillemets, temps réel. Et ça, c'est aussi passionnant. Et puis, depuis un an, je travaille donc au Crédit Mutuel Arkea, où là, j'ai voulu être totalement data ingénieur pour cette expérience-là. Et donc là, je suis plutôt data architecte. Donc là, comment dire, on est plateforme data. Donc là, on est complètement dans l'analytique. Ça rejoint des sujets d'IA, puisque l'IA est déployée aussi en parallèle. Et donc, les outils utilisent de l'IA. Donc, forcément, même le monde de la data analytics est touché par l'IA générative, là, pour le coup. Puisque l'idée, c'est d'imaginer qu'à terme, des analyses puissent venir interroger, enfin même tout un chacun des métiers puisse venir interroger l'IA en langage humain, potentiellement sur des gros outils de data analytics. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand il y a une énorme volumétrie de données tous les jours, on est obligé de scaler, de faire appel à des outils spécialisés pour la data. Et là, c'est un tout autre champ, un tout autre domaine qui est aussi passionnant, où on a besoin de gérer les infrastructures de tous ces outils plateformes pour que d'autres équipes puissent venir les utiliser. Et effectivement, ça me plaît bien aussi et c'est assez passionnant. Et là, je suis vraiment plutôt dans l'infra, quoi. Ouais, et donc archi intéressant de voir à quel point en seulement 3 ans, tu as pu évoluer de manière horizontale dans ce secteur-là. Léa, toi, j'imagine que tu nous as déjà un peu parlé, tu es passé du monde de la recherche au monde de l'entreprise, mais j'imagine que tu as aussi vécu pas mal d'évolutions verticales. Comment, tu peux nous parler un peu de ton parcours et comment ça fonctionne? Alors, oui, je ne sais pas dans quelle mesure elle est représentative parce que le monde de la recherche est quand même un monde un peu différent. Mais c'est vrai que j'ai commencé, enfin bon, donc moi mon parcours c'est que j'ai commencé en tant que chercheur chez IBM Recherche. Ensuite, je suis devenue manager de chercheurs, donc j'avais 2-3 personnes dans mon équipe pour arriver à 10. Alors, gérer des chercheurs, vraiment, et le but c'est faire des papiers de recherche. C'est comme gérer des chats. Donc, c'est hyper instructif en termes de management parce que là, on ne peut pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ils s'en fichent. Il faut juste les convaincre que c'est une bonne idée. Enfin, vraiment, c'était. Du coup, après, quand je suis arrivée chez BNP Paribas, où là, c'est plus structuré, quand les gens, on leur dit, ben là, il faut faire ça, souvent, ils le font.
Et là, finalement, mon parcours, ça a été plutôt de passer d'une équipe de 4-5 personnes où finalement le département d'IA était un peu nouveau, il y avait tout à construire, à maintenant où on a une 50aine de personnes, il y a des process. Enfin, finalement, l'évolution, elle a été dans le passage à l'échelle et la structuration. Et c'est extrêmement intéressant. Enfin, déjà, je souligne que c'est important d'avoir la connaissance technique pour pouvoir faire du management. Donc, prendre du galon, c'est pas nécessairement le cas finalement dans les entreprises que les managers savent à peu près ce que font les gens en dessous. Mais je pense que c'est dans ce domaine-là, c'est assez important pour pouvoir avoir la crédibilité. Et pas que la crédibilité, aussi la capacité à les accompagner, les faire se développer et comprendre comment on prend de l'ampleur et où est-ce qu'on doit aller en fait techniquement. Donc moi, je pense que prendre du galon, ça veut dire accepter quand même qu'on va faire un peu moins de technique, mais qu'on va mettre les moins dans le cambouis moins. Parce qu'en fait, on passe plus de temps à accompagner les autres pour qu'eux puissent le faire de manière efficace. Et c'est un peu différent, mais c'est franchement très intéressant. Et là, il y a plein de façons de grandir. Et je voudrais, par rapport à ce que j'ai choisi, enfin, le profil, enfin, l'expérience de Jechuan, moi, dans mon équipe, il y a plein, mais vraiment plein, enfin, je dirais 7, 8, enfin, data scientists qui sont devenus data business analysts ou AI engineers, ou alors qui sont partis vraiment dans l'IT pour être dans les équipes d'IA qui font l'infra. Enfin, c'est extrêmement pour eux. Dans une équipe typiquement, et ça je pense que Jechuan l'a bien décrit, on arrive avec un rôle parce qu'on est obligé de, enfin c'est comme ça qu'on recrute quelqu'un, mais il y a souvent une certaine latitude et selon son intérêt on peut expérimenter sans changer de poste tout de suite. Donc ça, c'est quand même cette flexibilité, elle est là, probablement plus présente que dans d'autres domaines. Ouais. Et donc, il faut peut-être se dire que il faut rentrer et puis après, on verra où est-ce qu'on va et que souvent, les équipes accueillent ce genre de flexibilité. C'est très juste et effectivement, et tu l'as dit tout à l'heure, Jechuan, qu'une des compétences à avoir, c'était celle d'apprendre à apprendre. Et effectivement, ces métiers-là, s'il y a autant de porosité, d'évolution possible, c'est parce qu'il y a beaucoup d'auto-formation aussi. C'est ça qui rend ça possible. Alors, on va maintenant passer à notre dernière partie. Si on veut se reconvertir dans la data, comment s'y prendre? Et on va s'appuyer justement sur tous les bons conseils que vous pouvez nous donner chacun avec vos perspectives différentes. Je vais commencer par Jechuan. Puisque tu t'es reconverti dans la data, tu nous as expliqué comment tu t'y es pris. Qu'est-ce que tu as fait depuis? Moi, ma question, ça serait quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche à se reconvertir dans l'IA, excusez-moi, pas dans la data, à l'heure actuelle? De faire le tour des organismes de formation. Si c'est une reconversion, a priori, c'est un peu compliqué de retourner à l'université pendant 2 ans, etc. Donc de faire voilà, les tours des organismes de formation et de regarder vraiment qu'est-ce qui est de l'ordre de la classe vraiment totalement, enfin de la méthode asynchrone ou quel organisme propose de la classe virtuelle ou du présentiel notamment. Tout ça, c'est des critères voilà, qui peuvent nous correspondre en fonction aussi de notre rythme de vie, du quotidien. D'assurer le coût d'un point de vue financier, de se projeter, de se dire bon, quel argent, enfin comment je vais financer ma formation. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ressorts généralement, que ce soit via France Travail, via des organismes, via la région. Donc peut-être de commencer par ça parce que ça rassure et de se dire une fois que c'est financé, que je sais que je vais avoir le temps, bon ben voilà, j'ai le champ libre pour vraiment m'intéresser aussi au contenu. Dans les formations, surtout de type bootcamp, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de technologies, donc de se dire une fois qu'on est dans la formation, je vais pas pouvoir tout assimiler, mais ça va demander du travail personnel, du travail à la maison. Et donc, il faut pas passer à côté pendant la formation. Il faut continuer, dans la mesure du possible, à creuser certains sujets, pas forcément tous, mais ceux qui nous ont le plus intéressés, en fait, je pense. Il faut vraiment partir de ça, de ce qui nous intéresse le plus, et de les creuser vraiment et de continuer à les pratiquer même après, en fait, ces sujets-là. Et de cette manière-là, après, on a des choses finalement à présenter, potentiellement des projets personnels qu'on a fait en formation, mais aussi d'autres projets personnels en plus. Et on peut vraiment parler d'un vrai sujet technique, si on s'oriente vers la technique,
Voilà, quelques petits conseils comme ça. Bah, c'est des très bons conseils pour débuter. Alors justement, Léa, tu vas être en mesure de nous donner une autre perspective. J'imagine que toi, tu as eu l'occasion peut-être d'avoir un entretien ou d'embaucher des personnes qui avaient des profils de reconversion. Qu'est-ce que tu regardais particulièrement sur ces profils-là et quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui va se reconvertir? Alors, oui, alors même reconversion, même dans l'équipe, c'est-à-dire que là récemment, on a embauché quelqu'un qui était dans les RH, avec une formation peut-être un peu, enfin pas scientifique, mais orientée données pour suivre les RH, mais vraiment suivi, pas de modélisation du tout, ni de connaissances IA. Pour devenir data business analyst et donc avoir des projets d'IA et faire l'interface. Et pour moi, ça c'était facile. Alors, c'était facile parce que je connaissais la personne, j'interagissais avec elle et donc à la fois la personnalité et ses soft skills étaient clairs pour moi et son intérêt pour l'IA aussi. Et je sais que dans mon équipe, et je pense que c'est beaucoup d'équipes, on a une capacité à partager, à aider les gens à monter en compétences. On a envie, on n'a pas envie d'être meilleur que l'autre, on a juste envie que tout le monde se mette dedans. Et donc les gens qui arrivent avec l'envie d'apprendre, souvent ils vont apprendre très vite dans l'équipe. Donc je pense que c'est plus fréquent qu'on ne croit, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on connaît les gens. Donc là, j'y pensais, je me suis dit pour cette personne qui est un exemple, finalement, et aussi ce qu'a dit Jeshuan, je pense qu'un stage peut être utile parce que c'est vrai que pour une position, si on vient de l'extérieur, juste sur le CV, c'est pas impossible, mais c'est peut-être plus difficile que si on arrive pour un stage. Moi, de toute façon, ce que je regarde, parce qu'en fait, en IA, il y a toute une partie technique, mais pour moi, finalement, la partie technique, c'est la partie la plus simple. Si je vois quelqu'un qui est capable d'apprendre, et on peut être capable d'apprendre en ayant fait tout un tas d'études, pas que des études, mais ça se voit, et puis dans l'entretien, qui est capable d'apprendre. La partie technique, je sais que la personne, elle va apprendre, elle aura le soutien. La partie difficile, c'est la maturité, la capacité à coordonner, la capacité à justement, alors questionner quand on modélise, mais aussi quand on a des clients qui disent il faut ci, il faut ça, être capable de leur dire peut-être pas ou pourquoi, toute cette maturité-là qui est nécessaire, être capable d'aller parler au service IT et de dire là pourquoi c'est une priorité, tout ça, mais qui est la réalité, je veux dire le gros de ce qu'on fait, de comprendre les utilisateurs, pourquoi ils veulent pas de quelque chose, parce qu'ils veulent pas changer souvent parfois. Donc et tout le monde, les data scientists, l'ingénieur et le business analyst encore plus, on a ça. Donc, tout ce qu'on a appris avant, dans la vie professionnelle, qui souvent est lié à ça, c'est à mettre en valeur. Et moi, les gens que je vois qui sont comme ça, qui essayent de résoudre des problèmes, ça se voit sur un CV, en fait. Je les regarde. Donc, il faut avoir ça, vraiment une capacité de débrouillardise, de capacité de gestion, de flexibilité. Et en même temps, montrer, mais il y a plein de façons de le montrer, un intérêt pour l'IA. Et alors, évidemment, les formations, mais ça peut être aussi d'assister, en plus d'assister à des meet-ups, ça peut être avoir lu certains livres et se poser des questions, même plus philosophiques sur l'IA, mais vraiment une sorte d'intérêt sur l'IA qui n'a pas besoin d'être une compétence technique réelle, mais un vrai intérêt pour ce que ça apporte. Et quand on a ça, je pense que ça se vend bien. Voilà. C'est très intéressant parce que ça rejoint ce que disait Antoine précédemment, mais ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, énormément des compétences que tu vas mobiliser, même dans les métiers de l'IA, c'est des compétences que tu as créées dans plein de carrières précédentes avec des années d'expérience. Donc ça peut vraiment se faire valoir. Antoine, justement, maintenant, si on rentre un peu plus dans le concret, comment on peut faire pour se reconvertir dans l'intelligence artificielle et si tu peux faire un peu plus le lien avec ce que nous on propose. Ouais, bien sûr. En fait, déjà, je pense que j'ai choisi de l'introduire un petit peu aussi. C'était de manière générale, en fait, j'encapsulerais tout ça dans la partie préparation. C'est-à-dire que si vous allez vous reconvertir, comment vous faites? La première étape, c'est préparez-vous un petit peu à l'avance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui l'IA est dans une forte hype qu'il faut se dire que ça y est, il faut se lancer tout de suite, etc., etc. La tech de manière générale requiert de se familiariser un peu avec le domaine-là parce que forcément, déjà,
quel que soit là où vous voulez aller, hein, même si vous allez sur des trucs d'encadrement, il y a un moment où il va falloir que vous connaissiez un petit peu de choses techniques. Et donc, du coup, bah, ça implique un petit peu de s'intéresser à la matière en elle-même, quoi. Donc, préparez-vous un petit peu déjà avec tout ce que vous pouvez trouver gratuitement en ligne. Nous, déjà, sur la plateforme Julie, on a tout un tas de cours gratuits que vous pouvez faire sur Python, sur SQL. Bref, je vous conseille déjà de démarrer un peu avec ça pour voir déjà votre appétence. Ensuite, du coup, nous, comment on a pensé les choses pour si vous avez passé cette étape-là et que ça y est, vous êtes sûr que vous avez regardé un peu la partie technique, vous êtes assez passionné par ça, ensuite vous avez regardé un petit peu bah, justement les organismes de formation, etc., etc. Bah, nous, la façon dont on a conçu, je dirais, la partie pédagogique et la progression pédagogique, c'est de le faire par niveau. C'est-à-dire que en fait, on a le niveau 1 au départ qui est le niveau Essentials, qui permet de voir, on va dire, l'ensemble du domaine à 360 degrés sans avoir une profondeur technique hyper poussée, mais ça permet déjà de comprendre tous les enjeux du domaine et d'avoir un premier niveau d'autonomie. Donc quand vous démarrez de zéro, par exemple, les gens vont aller démarrer par les essentials. Le niveau ensuite d'après, c'est le niveau full stack, qui est le niveau professionnalisant. Ça, c'est le minimum des compétences qu'on va encapsuler pour que vous puissiez prétendre à un job à la fin. Et après, le niveau encore suivant, c'est le niveau lead, qui est là le niveau qui permet d'avoir les compétences qui sont à l'état de l'art dans le domaine. Et donc comme ça, voilà, vous pouvez progresser au fur et à mesure. Nos élèves, nous, font d'ailleurs parfois tout d'un coup, parfois ils font pas tout d'un coup, ça dépend. Et à chaque fois, vous aurez du coup une certification, donc qui sera pour les essentials pas reconnu à un niveau bac plus, mais par contre pour la full stack et la lead, ce sera un niveau 6 et un niveau 7, donc qui sont des niveaux reconnaissance bac plus 4 et bac plus 5. Donc ce qui permet aussi, je dirais, de se rassurer sur le côté Employabilité, ouais. Habilité, voilà. Et puis surtout, même, je pense qu'il y a toujours un sujet un peu de syndrome de l'imposteur, donc c'est toujours rassurant aussi d'avoir un peu cette espèce de tampon de reconnaissance de l'État qui est toujours intéressante. Donc voilà, donc je dirais que ça c'est vachement important, en tout cas d'essayer de progresser par étapes, quoi, comme ça, que vous pouvez faire après au fur et à mesure, comme vous le souhaitez, quoi. C'est très clair. Donc, je pense que là, depuis une heure, on est parvenu à dresser ce panorama des métiers de la data, de comprendre un peu mieux vers quel métier s'orienter selon ses appétences, comment s'y prendre pour se reconvertir. Donc, merci énormément à tous les trois pour vos insights. Si vous êtes intéressé par les formations dont Antoine vient de nous parler, vous avez quelques petites choses que vous pouvez faire. Déjà, vous pouvez effectivement vous inscrire à Julie où vous aurez accès à des cours gratuits en IA et en data et ça vous permettra de savoir si vous avez une appétence ou non pour le domaine. Vous pouvez participer à l'un de nos événements, en particulier on organise des soirées portes ouvertes tous les jeudis à 18h. Et puis surtout, moi je vous recommande de prendre rendez-vous avec nos chargés d'admission puisqu'ils discutent avec des dizaines de professionnels chaque semaine pour les aider à mieux définir leurs projets de reconversion. Donc, ils seront vraiment à même de vous donner des conseils pertinents sur les formations à choisir, sur les financements et de vous aider un peu à affiner ce projet. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Vous allez être redirigé vers une page où vous pouvez accéder à tous ces éléments-là juste après cette table ronde. Donc, merci encore à tous les quatre pour votre participation et je vous dis à très vite dans l'un de nos événements. Merci. Au revoir.